Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 9 avril 1917. Dans ce journal, nous reviendrons largement sur le début de l'offensive menée dans le nord de la France, à Vimy. Nous essaierons de vous expliquer l'enjeu de cette journée. Mais pour cela, nous retrouvons Chloé. Chloé, vous êtes en direct dans le nord de la France, à la fin d'une longue journée. Oui, effectivement. L'offensive a débuté à 5h30 ce matin. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche, 20 000 soldats canadiens se sont répartis en 4 divisions pour prendre d'assaut cette colline réputée infranchissable. En ce 9 avril 1917, les conditions météo sont catastrophiques pour les militaires. La neige rend l'attaque encore plus difficile. Ajoutez à cela les 36 kilos de matériel portés par les soldats qui se dirigent vers les tranchées allemandes. Un système de tunnels a été mis en place pour les maintenir à l'abri un maximum. Certaines troupes de la 2e division ont gagné 1500 mètres dans le tunnel baptisé Goodman. Selon nos sources, il semblerait qu'une grande partie de la crête soit reprise. Mais rappelons-le que le combat est toujours en cours, mené notamment par la 4e division. Plusieurs Allemands ont été faits prisonniers. Si la victoire n'est pas encore acquise, une chose est sûre, c'est que le bilan de cette bataille sera lourd des deux côtés de la ligne de front. Merci Chloé. Du côté des représentants politiques, Sir Arthur Currie a mené une conférence de presse à côté de cette colline que personne ne connaissait ce matin encore, Vimy. Laura a sélectionné pour nous les moments forts de ce point presse. Que pouvez-vous nous dire sur les préparatifs de l'offensive ? Eh bien, ils ont été très intenses et des moyens considérables ont été employés. Sous les ordres du général Byng, nous avons étudié les raisons de l'échec de l'offensive de la Somme de l'été dernier. Moi-même, je suis allé rencontrer des officiers français à Verdun. Nous avons essayé d'en tirer des leçons. Ainsi, nous nous sommes refusés à utiliser l'infanterie de manière traditionnelle, c'est-à-dire par vagues successives. Cette pratique doit être abandonnée et remplacée par un emploi plus souple des troupes et mieux coordonné. Comment parvenir à un tel résultat ? Eh bien, vous connaissez mon credo, prenez le temps de les entraîner. Sur ces quelques images que je suis autorisée à vous montrer, vous pouvez constater que toutes les caractéristiques de la colline de Vimy sont réunies. Grâce à de nombreuses vues aériennes, nous avons pu reconstituer au mieux les positions allemandes. Pendant des semaines sur cette réplique, chaque unité a répété son rôle jusqu'à ce que chaque homme connaisse par cœur le terrain, son objectif et les positions. Je vous le répète encore, nos hommes doivent s'entraîner. Des hommes bien entraînés, une artillerie puissante et une logistique irréprochable, voilà la clé du succès. D'ici quelques heures, la colline de Vimy sera canadienne et je peux vous assurer qu'au Canada, ce jour ne sera jamais oublié. Jamais nous n'oublierons le courage dont nos hommes ont fait preuve aujourd'hui et jamais nous n'oublierons le sacrifice que beaucoup d'entre eux ont fait. Commandant, vous parlez du sacrifice de nos compatriotes. À ce propos, êtes-vous en mesure de dresser un premier bilan ? Malheureusement, pour l'instant, il est impossible de vous donner des chiffres précis du nombre de morts et de blessés. Cependant, il faudra se préparer à un lourd bilan. Nos soldats se sont montrés très braves, aux familles maintenant de l'être pour supporter le deuil et pour continuer d'être solidaires. Le Canada a marqué aujourd'hui l'histoire, croyez-moi, ce jour comptera pour notre histoire. Merci de votre attention et je ferai un nouveau point presse demain à la même heure. Merci. Si la tactique militaire semble efficace sur le papier, que donne-t-elle sur le terrain? C'est l'une des questions que va se poser notre envoyé spécial sur place. Angeline, vous êtes au cantonnement canadien. À vos côtés, le capitaine McDowell, tout juste revenu du front. C'est bien ça? C'est bien ça, me voilà en présence du commandant McDowell. Vous êtes capitaine dans le 16e bataillon et ce matin vous avez fait partie de la première vague. Pour vous, à quelle heure a commencé cette offensive? L'offensive a commencé à 5h30 très précisément. Tous les hommes avaient synchronisé leur monte. Dans votre avancée, à quel moment êtes-vous tombé sur les Allemands? Au lever du jour, on était décalé du point et là j'ai vu 2 mitrailleuses en train de nous canarder. Alors j'ai lancé 2 grenades et j'ai pris le poste. Donc vous êtes descendu dans l'abri? Oui, il y avait plus d'une dizaine de soldats et ils m'ont vu. Alors j'ai bluffé et j'ai crié « Allez la compagnie, il y a des soldats allemands ». Et ils m'ont cru, alors ils se sont rendus. Et ils étaient 77, c'est ça? Oui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre question et encore bonne chance pour la suite. Comme vous pouvez le constater, Sarah, les soldats sont très motivés mais surtout très épuisés par cette guerre. Nous pouvons vous prévoir un lourd bilan. On parle de plusieurs milliers de victimes.
Merci Angeline pour ces explications à cette interview exclusive. Vous le voyez, TV Canada met tout en œuvre pour vous informer. Nos reporters sont au cœur de l'action, même si ce n'est pas toujours facile de recueillir l'information, comme nous l'a confirmé cet après-midi Michel Moutot, envoyé spécial depuis de nombreuses années. Et comment faire pour avoir les informations les plus fiables possibles? Alors, c'est le grand problème, hein. Il faut savoir que et les militaires parlent souvent du brouillard de la guerre. Il faut savoir que selon un dicton assez connu, la première victime de la guerre, c'est d'abord la vérité. Vous allez avoir affaire à des belligérants qui ne vont reculer devant aucun mensonge s'ils pensent que ça va soutenir et renforcer leur cause. Vous allez avoir affaire à des civils, des réfugiés qui vont être extrêmement traumatisés, pour qui la vérité est une valeur assez relative. Donc il va falloir faire un tri. Hein, c'est très compliqué. J'ai tendance à dire que vous allez garder dans ce que vous allez pouvoir rapporter uniquement ce dont vous pouvez vous assurer. Et c'est une toute petite partie de ce qu'on va vous raconter. Donc vous allez aussi privilégier ce que vous allez pouvoir vérifier de vos propres yeux et garder tout le reste en tentant ultérieurement de le confirmer. Mais la première chose à faire, c'est que tout le monde vous ment tout le temps, pratiquement. Donc le reporter de guerre doit incroyablement se méfier de toutes les informations qu'on lui donne, sachant que personne dans une zone de conflit n'est objectif. Donc cette objectivité à laquelle il faut tendre, hein, c'est un but qui est... C'est à vous en fait d'essayer de l'atteindre et sans hésiter à dire à vos spectateurs, vos téléspectateurs, voilà, là, tel camp dit ça, tel camp prétend ça, nous, la vérité, on n'a pas pu aller sur place, on ne peut pas savoir laquelle elle est. Il ne faut pas hésiter à dire je ne sais pas. Ce matin, c'est environ 20 000 soldats qui se sont lancés à l'assaut de cette colline de Vimy. Revenons en arrière pour mieux comprendre la difficulté de la tâche qui les attendait. Dès 1914, les collines de l'Artois sont prises par les Allemands, qui les fortifient toujours plus. Plusieurs offensives ont été tentées depuis, pour les reprendre. Citons la terrible attaque de mai 1915 lancée par les Français. Jusqu'à la fin du mois de juin, les assauts quotidiens ont permis d'avancer et de reprendre une colline, celle de Lorette. Mais à quel prix? Même si l'état-major français refuse d'officialiser ce bilan, on parle de plus de 100 000 soldats morts. En 1916, les troupes britanniques prennent la relève des Français qui sont tous envoyés à Verdun. Se poursuit alors une guerre des mines rendue possible par un no man's land étroit, jusqu'à ce matin et cette nouvelle offensive. Poursuivons notre journal avec, vous l'avez compris, ses principales informations. Vaste offensive de nos troupes depuis ce matin dans le nord de la France, à Vimy. Sur les réseaux sociaux, les familles se mobilisent déjà à la recherche de leurs proches. En effet, si les soldats sur le champ de bataille souffrent, leurs familles souffrent aussi, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Taïna. Dans ce petit village de Terre-Neuve, nombreux sont les soldats partis en guerre. Brigitte a vu son fils partir au front il y a quelques semaines. Son sentiment sur la situation est partagé. Mon fils est parti pour l'Europe. Pour l'instant, il est encore dans un camp d'entraînement. Je m'inquiète beaucoup pour lui, mais je trouve cela bien qu'il soit dans l'armée. Il sert son pays et tout le monde est très fier de lui ici. Dans une maison voisine, Martine, elle, vient d'apprendre la mort de son mari. Elle est anéantie. Je ne voulais pas que mon mari parte à la guerre. Il m'envoyait des lettres où il disait que tout allait bien et qu'il allait bientôt rentrer, mais on m'a dit qu'il est mort lors d'un assaut. Personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Robert, lui, est un soldat revenu vivant du front. Très marqué par des mois de combat, il se considère aujourd'hui comme un privilégié. Je suis revenue. J'ai eu de la chance, ma blessure n'est pas si méchante. Là-bas, c'était terrible. Les tranchées, c'est sale, il y a de la boue partout, on ne mange pas toujours très bien, et quand l'heure de l'assaut approche, on a si peur, c'est terrible. Déjà 3 ans que les combats font rage un peu partout en Europe. Au-delà des pertes humaines, c'est toute une population qui est traumatisée par ces combats. Vous l'aurez compris, cette guerre met tout le monde à contribution. On a tendance à l'oublier, mais les femmes tiennent un grand rôle dans ce conflit. Nous avons décidé d'y consacrer notre long format.
Ce soir, l'œil du 20h s'arrête sur le rôle des femmes dans ce conflit. La guerre n'est-elle vraiment qu'une affaire d'hommes ? Certes, elles ne sont pas sur le champ de bataille, souvent assimilées à leur seul statut de mère de famille et épouse. On oublie qu'en 1914, sur 20 millions de femmes, 8 millions travaillent déjà. Souvent standardistes ou couturières à la ville, les femmes dans les campagnes s'occupent des champs sans pour autant avoir de statut professionnel. Le 7 août 1914, tandis que les hommes sont à la guerre, le président du Conseil, René Viviani, adresse son appel directement aux femmes. Son message est clair, il faut maintenir l'activité des campagnes, terminer les récoltes de l'année et préparer celles de l'année suivante pour assurer la subsistance du pays. Debout, femmes françaises, jeunes filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Ces femmes ont-elles répondu à l'appel et relevé le défi ? Dans les campagnes, force est de constater que le contrat a été rempli. Malgré un labeur encore plus difficile suite à la réquisition des chevaux, le pays n'a pas manqué de nourriture. Mais cette guerre qui dure depuis 3 ans a fait naître d'autres besoins. Les femmes ont rejoint les hôpitaux pour soigner les blessés. Elles seraient aujourd'hui près de 100 000 infirmières ou auxiliaires, dont 70 000 bénévoles animés par une véritable passion hospitalière. De nombreux de nos compatriotes ont également rejoint le front pour devenir l'un de ces anges blancs. À l'image de Catherine MacDonald, 30 ans, originaire de Brantford en Ontario, elle a rejoint les équipes des hôpitaux d'Étaples exposés aux bombardements ennemis. D'autres bénévoles jouent également un rôle essentiel dans le maintien du moral des troupes. On les appelle les marraines de guerre. Leur rôle est échanger courriers et colis avec les soldats. En 1914, le secteur de la métallurgie est encore très masculin, avec seulement 5% de femmes. Elles représentent 3 ans plus tard un quart des effectifs. Les munitionnettes, comme on les appelle, produisent 10 heures par jour obus et munitions. D'autres corps de métier font appel aux femmes. Il n'est pas rare de croiser des factrices, employées du gaz ou conductrices de tramway. Ces images de femmes au travail circulent sur le front pour garantir la sérénité des hommes au combat. Au-delà du sentiment patriotique de toutes ces femmes, pour elles, la priorité est avant tout de faire vivre leur famille. L'actualité nous amène à vous parler de nos voisins. Depuis leur entrée officielle dans ce conflit, les préparatifs s'accélèrent. Nous sommes le 9 avril 1917. Cela fait 2 jours que le Congrès a voté la déclaration de guerre contre l'Empire allemand. Une décision venant du président Woodrow Wilson qui a souhaité soutenir la France et l'Angleterre dans ce conflit. Les troupes se rassemblent et préparent à franchir l'océan qui sépare l'Amérique du vieux monde et de la guerre. Les soldats, eux, sont résolus à faire payer aux Allemands le naufrage de Lusitania. Pour rappel, en mai 1915, ce navire britannique avait été torpillé par un sous-marin allemand. Une attaque qui avait causé la mort de 1200 personnes, dont 128 citoyens américains. En janvier 1917, les Allemands ont poursuivi leur offensive sous-marine pour étouffer le commerce entre les États-Unis et l'Angleterre. Depuis le début du conflit, les Américains ont intensifié leurs échanges avec les pays de l'entente. La France et la Grande-Bretagne achètent des produits industriels, des matières premières, mais aussi des stocks de rations alimentaires pour bien répondre aux besoins des hommes sur les champs de bataille. Tout de suite, la météo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore des températures glaciales en ce 9 avril 1917, avec beaucoup de neige dans le sud, notamment au Québec et ici à Ontario. Attention au verglas signalé surtout dans le nord, à Nunavut. Les températures descendront jusqu'à moins 45 degrés dans le nord, jusqu'à 2 degrés à Toronto. Sur ce, demain, nous fêterons les Fulbert. Excellente soirée à tous. Pour terminer notre journal, revenons avec une nouvelle qui nous fera chaud au cœur. Voici les dernières images du pont du Québec. Après tant de déboires et de souffrances, il se termine. Une date a même été annoncée pour le premier franchissement. Ce sera le 17 octobre. C'est sur cette information que nous nous quittons, mais l'info continue sur notre site tv.canada.ca, avec en direct toutes les nouvelles de Vimy. Et nous nous retrouvons demain à la même heure.